Nous sommes là comme une réunion de famille, si vous voulez bien, parce que nous nous retrouvons quelques 20 ans plus tard avec mon collègue Gozlan, médecin psychiatre, et qui a été choisi par le professeur Bartoli, avec laquelle nous travaillons et qui fait partie du conseil d'administration du cours que vous suivez, qui est fait de conférences, n'est-ce pas, sur une vision à la fois multidisciplinaire, multiterritoriale, et vous en avez l'expression là aujourd'hui, puisque nous sortons de la France, et donc de notre collègue Bartoli et notre collègue Gozlan, puisque nous allons demander à un collègue de Genève qui nous a été recommandé par Antoine Flao, que vous avez déjà eu entendre, vous avez dû entendre ou vous entendrez, et qui dirige à Genève un laboratoire, un centre international de santé globale. Santé globale et en même temps cette vision beaucoup plus large, multidisciplinaire, entraîne une réflexion sur le sens de ce qui est dit, sur les compréhensions qui se font, sur les applications et les pratiques de chacun. Eh bien, tout ceci aboutit, bien entendu, à ce qu'on appelle d'une manière nouvelle, et que mon adjoint Cortot... Qu'est-ce que vous avez contre l'hôpital Foch? Il y a marqué hôpital Foch. Je plaisante. Et donc, installez-vous. Je fais une introduction exprès pour vous, voyez-vous, le temps que vous puissiez en fait vous... Et donc, de la même manière dont je présentais l'interdisciplinarité, eh bien, je vous présente aussi, et vous écouterez bientôt, mon adjoint Cortot Scottley, qui, lui, travaille selon des normes, on peut dire, anglo-saxonnes, non pas d'éthique clinique comme vous avez par ailleurs, mais de bioéthique en termes de Global Bioethics, Bioethics. Vous avez vu que mon accent est excellent quand même, vous en pourriez de temps en temps. Bien, alors... Puisque vous savez que nous avons un moment très difficile dans cette histoire-là, c'est le fait de noter les présents. Alors, il faut savoir que ce sera à la fin, comme d'habitude. N'est-ce pas, Cortot? Oui. Voilà, très bien. Les listes sont là, et ceux qui ne sont pas sur les listes rajouteront leur nom, comme d'habitude, ça ne pose aucun problème. Deuxième élément avant de commencer, si vous voulez bien, vous rappelez que la fois prochaine... Le 28 janvier, donc entre-temps, je vous souhaiterai une bonne année, bien sûr, nous verrons la biodiversité. On est tout à fait dans la COP, là, avec la biodiversité. Vous vous rendez compte comme quoi nous sommes totalement dans l'actualité. Biodiversité et santé, évolution humaine, maladies infectieuses. Avec le professeur Jin Chen Sun, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle, et un de vos professeurs, vous devez connaître, qui est un de mes anciens élèves, Philippe Charlier. Vous connaissez ou pas? Eh bien, vous comprendrez, vous connaîtrez, vous verrez comme quoi, qui est maître de conférence à l'UVSQ de médecine légale, et vous verrez que ce qu'il fait est extraordinaire et que c'est une nouvelle voie. D'ailleurs, pour vous tous, ce sont parmi les nouveaux métiers qui, justement, dans l'interdisciplinarité, vont se nourrir en quelque sorte. Alors, vous n'êtes pas venu pour moi, donc visiblement, je vais laisser la parole, ce qui me pose beaucoup de problèmes. Et on va peut-être interpeller notre collègue Voily, si c'est possible. Je regarde la technique, Nicolas. Oui. Est-il au bout? Théoriquement, c'est lui. Bonjour, chers collègues, comment allez-vous? Bonjour, cher monsieur, je vous remercie alors de très très loin, puisque je viens juste de l'autre côté de la frontière, Genève, mais comme vous l'avez souligné, on s'ouvre à l'international et ça me fait bien plaisir d'être là. En tout cas, Antoine Flao nous a dit que ce serait tout à fait utile que vous démarriez. J'ai cru comprendre qu'avec le professeur Bartoli, qui travaille avec nous, comme je le rappelais, au niveau du conseil d'administration de notre cycle de conférences One Health, Global Health, eh bien,
Vous êtes mis d'accord donc pour intervenir le premier. Donc, je vous demanderai peut-être aux orateurs, non pas de ne pas être trop long, mais de rester dans vos temps, c'est-à-dire une demi-heure. Comme vous êtes deux et vous interviendrez, vous avez le temps d'aller un peu plus loin, si vous voulez bien, de manière à ce qu'on n'excède pas pour la compréhension, voilà. Nous sommes en famille et c'est important, comme je le disais, que tout le monde trouve son bonheur. Vous avez la parole, cher Mathias. Bon, ben déjà, la parole pour vous remercier de m'avoir invité parce que je suis très attaché à l'idée de pouvoir parler, sensibiliser les médecins. Et comme j'ai la chance d'avoir dans votre auditoire beaucoup de jeunes médecins, de futurs médecins, je trouve que, et c'est le propos précisément du travail que j'aimerais vous présenter, c'est de dire qu'il est important de sensibiliser les médecins dès la formation initiale à l'importance du management comme à tous les autres aspects qui fondent la santé, et c'est le principe de vos conférences et je vous en félicite. Donc, alors, vous parlez, malheureusement j'ai un problème avec le PowerPoint qui ne veut pas défiler. Voilà. Alors, vous parlez du management et de l'intérêt de la recherche en management pour des médecins. J'aimerais remonter juste un tout petit peu dans le temps pour vous montrer comme les réformes qui ont eu lieu depuis 30 ans nous ont incité de plus en plus à réfléchir aujourd'hui au contenu des organisations de santé, et que cette réflexion a fait sauter des frontières et nous a obligé les chercheurs qui travaillaient sur le management de la santé à réfléchir un petit peu autrement. Et parce que ces nombreuses réformes du système de santé, je ne vais pas vous faire leur historique, mais ce sont des réformes qui ont amené beaucoup d'outils, qui ont implémenté beaucoup de changements dans les organisations. Et ces outils, qui peuvent être aussi bien des agences, des indicateurs qualité ou des outils qui ont géré le financement des hôpitaux notamment, sont des outils qui ont eu un impact sur le travail, mais un impact qu'on n'a pas été tout à fait capable, qui a été un impact très imprévisible sur l'organisation. Et si on veut commencer à prévoir un peu leurs impacts, on s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité d'accéder à une meilleure connaissance sur les organisations et à faire une recherche qui permette de comprendre un peu ce qui, sur le terrain, pouvait limiter ou, de l'autre côté, faciliter la mise en œuvre de certaines réformes, ou nous inviter simplement à la critiquer, cette réforme, ou à changer ces outils. Et donc, pour le faire, la recherche, pour accéder au contenu de ces organisations, a dû se départir de deux points de vue qui étaient très prégnants dans la recherche et dans ce secteur-là. C'est d'abord le point de vue de l'économie ou de l'épidémiologie, disons, le point de vue surplombant sur ces outils de gestion. Et puis, de l'autre côté, la perspective qui est très prégnante à l'intérieur des organisations, qui est la perspective clinique, qui est une perspective évidemment essentielle, mais qui n'est pas suffisante pour comprendre le fonctionnement des organisations. Et l'exemple que je donne là, c'est celui du journal d'économie médicale qui s'adresse le plus aux managers de la santé, des managers qui sont souvent des médecins par ailleurs, et qui est devenu, avec le temps, qui a changé de nom à 2 reprises, et c'est très symbolique de cette dynamique dont j'aimerais vous parler, de changement de perspective nécessaire pour pouvoir comprendre un petit peu mieux le contenu et le fonctionnement des organisations. Donc, il est passé du journal d'économie médicale au journal de gestion et d'économie médicale, sauf erreur en 2012, pour devenir aujourd'hui le journal de gestion et d'économie de la santé, et qui symbolise tout à fait le passage à ces nouvelles formes d'approche de l'organisation du travail. Et alors, pourquoi d'abord de journal de gestion de l'économie au journal de gestion et d'économie de la santé? C'est d'abord parce que les méthodes classiques qu'on utilisait pour comprendre ce qui se passait, par exemple, avec les outils de gestion, étaient des méthodes qui rendaient assez difficile la vision, enfin, qui rendait impossible, en fait, de comprendre le contenu de l'organisation du travail. C'est-à-dire que
ces méthodes qui étaient plutôt surplombantes mettaient l'accent sur la structure des outils et puis leur impact sur les outcomes, mais permettaient pas de rentrer dans la manière dont les organisations fonctionnaient. Donc un exemple, c'est celui du dossier électronique du patient, dont on pouvait mesurer les impacts à la fin sur les résultats financiers, par exemple, ou sur la qualité des soins. Mais quand on voyait des différences entre des hôpitaux, par exemple, eh bien, on était incapable d'expliquer pourquoi, dans un cas, ça améliorait certains indicateurs et dans l'autre, ça ne les améliorait pas. Et donc, on sentait bien qu'il y avait un besoin très, très fort d'aller voir à l'intérieur de ces organisations, de se rapprocher un peu de l'activité pour comprendre comment les gens adoptaient ou pas les nouveaux outils qu'on mettait en place. De l'autre côté, à l'intérieur des organisations, il y avait déjà une perspective sur le travail et même sur l'organisation du travail. C'est la perspective clinique qui a produit une recherche importante. C'est la recherche clinique qui posait parfois indirectement la question de l'organisation du travail. Notamment, ici, je pensais aux recherches de Topol ou aux recherches de Dan Berwick qui sont très, très importantes pour comprendre la question du patient-centered care, notamment. Et alors, c'est une recherche qui est très utile pour le management, d'abord parce qu'elle rend visible un certain nombre de pratiques qui sont internes à l'organisation et donc qui permettent d'expliquer pourquoi, de temps en temps, les acteurs adoptent ou pas certaines attitudes, adoptent un certain nombre de pratiques. Elle permet aussi, cette recherche, d'identifier des attentes des acteurs. Ça peut être ce dont les médecins ou ce dont les infirmiers ont besoin, mais aussi ce dont les patients auraient besoin. Et donc, c'est une recherche qui donne accès à un certain nombre de ressources qui permettent de penser l'organisation du travail, mais pas à toutes les ressources nécessaires parce que elle est produite par des gens qui regardent avec leur regard clinique et qui, derrière, s'adressent directement aux cliniciens sans s'adresser directement aux managers, c'est-à-dire sans s'intéresser, par exemple, au travail de back-office nécessaire pour que ces choses-là soient possibles, notamment la mise en œuvre du patient-centered care, sans s'intéresser aux ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient ressources RH, par exemple, qui permettent la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques de santé, par exemple. Et surtout, c'est une recherche qui mobilise très très peu des théories qui seraient intersectorielles, c'est-à-dire qui s'arrêteraient sur l'organisation du travail et des théories managériales qui ont déjà été développées dans d'autres secteurs d'activité qui peuvent parfois nous être utiles pour comprendre le secteur de la santé. Alors c'est pour ça que s'est développée une perspective qui intègre l'organisation au cœur du travail. Et donc, pour supporter l'activité des managers de terrain, il a fallu développer une recherche qui soit spécifique en décalant le regard des chercheurs des résultats vers le contenu des organisations, hein, des résultats des outils. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure des résultats sur des résultats financiers, mais aussi des résultats sur la qualité, vers comment on fonctionne à l'intérieur, comment on travaille. Alors ça, c'est le premier point. Ça a nécessité un changement de méthode qui privilégie les investigations sur le terrain. Donc, quand on parle de management, alors certes, on fait aussi du quanti, hein, c'est pas la question, mais on utilise beaucoup de méthodes qui nous obligent à aller sur le terrain et à analyser, à faire des observations, faire des entretiens qui permettent de comprendre comment fonctionne le contexte local et comment les acteurs interagissent dans un contexte spécifique. Et donc de passer du journal d'économie médicale au journal de gestion et d'économie médicale. Et la deuxième perspective qu'il a fallu adopter, c'est de passer d'une perspective professionnelle à une perspective plus systémique, permettant de faire des comparaisons et permettant de réfléchir à partir de nouvelles théories qui étaient des théories plus managériales, raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a une dizaine d'années en France, et je vous invite à aller à leur colloque, a été fondée l'association Aramos, qui réunit des chercheurs, des experts, beaucoup de gens qui viennent, qui sont des professionnels de santé et qui réfléchissent à leurs pratiques de management. Et là, je vous ai mis les photos qui sont celles du logo des formations que j'ai la chance de diriger à Genève en management des organisations de santé.
Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces formations sont portées à la fois par la faculté de médecine et par la faculté GSEM d'économie et de management, avec l'idée qu'on peut se nourrir aussi un peu des autres secteurs d'activité pour comprendre la spécificité de notre secteur, parce que malgré tout, il y a bien un certain nombre de spécificités dans la santé. Alors, qu'est-ce que ça a produit, ces recherches? Je voulais vous montrer quelques résultats de cette recherche qui sont un peu contre-intuitifs. Alors, pourquoi j'ai pris des résultats contre-intuitifs? Parce que ça montre en fait que parfois la recherche, c'est utile. J'ai entendu beaucoup de managers dans la santé dire oui, mais le management, enfin la clinique, évidemment, ça s'apprend, mais le management, ça s'apprend pas. Sous-entendu, c'est intuitif. Si on est intelligent, si on a un bon sens du terrain, ben on sait faire. Alors voilà, un des premiers résultats, c'était celui d'Edmondson, qui c'est des vieux travaux déjà, mais qui Edmondson était une spécialiste de la recherche sur les dynamiques d'équipe, et elle se posait la question de comment les équipes travaillent idéalement ensemble pour être plus innovantes et pour faire de la qualité. Et en fait, elle s'est intéressée à la manière dont les hôpitaux s'emparaient des erreurs. Dans quelle mesure les hôpitaux étaient en capacité d'apprendre par l'erreur, ce qui est un point très important. Alors, elle a déjà souligné, et ça, c'est déjà un tout petit peu contre-intuitif, c'est le fait que les hôpitaux qui reportent le plus d'erreurs, et qui reportaient le plus d'erreurs déjà en 2002, donc on était tout au début des logiques qualité, qui reportaient le plus d'erreurs, eh bien, c'était pas ceux qui faisaient le plus d'erreurs, c'était surtout ceux qui avaient les meilleurs résultats cliniques et ceux qui étaient les mieux cotés par les usagers. Et après, elle est allée voir à l'intérieur de ces hôpitaux, elle s'est rendue compte qu'en fait, les hôpitaux qui reportaient beaucoup d'erreurs étaient en fait très bons parce qu'ils reportaient pas seulement des erreurs qui avaient eu un impact clinique sur les patients, mais ils reportaient surtout des erreurs qui, en fait, représentaient des problèmes systémiques, mais qui avaient été corrigés et qui n'avaient pas entraîné d'événements indésirables. Et que c'était à partir de ces erreurs-là qu'on arrivait le mieux à discuter du travail et que c'était les meilleures opportunités d'apprentissage collectif pour apprendre à partir de ces erreurs. Un autre exemple qui peut être un tout petit peu contre-intuitif, on était parti alors avec Lucie Michel de la plainte habituelle des soignants qui avait tendance à dire que à cause du travail dit administratif dont on se plaignait beaucoup à l'époque et on s'en plaint toujours, les soignants étaient tenus à l'écart, se sentaient en tout cas tenus à l'écart des patients. Donc on ne voit plus les patients parce qu'on devient des secrétaires. Et il se trouve que le premier résultat qui était très intéressant, qui avait été fait, qui était tiré d'un travail d'une équipe australienne qui avait chronométré le temps passé par les infirmiers avec les patients dans les mêmes conditions et dans la même unité 20 ans avant et 20 ans après. On se rend compte d'abord que le temps passé avec les patients n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, évidemment, c'est le temps passé. C'est que dans le temps qu'on passe pas avec les patients, on fait du travail qui a pris un sens différent ou peut-être qui a perdu de son sens. C'est ça surtout qui est important. Et les comparaisons qu'on a pu faire, aussi par chronométrage d'activité, entre les unités de soins de longue durée et les unités de soins intensifs, ont montré, et ça c'est très intéressant, que c'est dans l'endroit où on s'en plaint le moins qu'on en fait le plus. Ce qui veut dire aussi que le problème est d'abord un problème de sens et pas de volume, mais qu'aussi le sens en question dépend de l'organisation. C'est-à-dire que selon la manière dont le travail est organisé, eh bien, on peut avoir le sentiment que c'est pas du tout du travail administratif, que c'est pas du tout du temps perdu, et que finalement, comme on a le sentiment que ce travail est très intégré dans l'activité clinique, eh ben, c'est pas un boulot qui nous pèse. Voilà. Et donc ça, c'est un résultat que je trouvais aussi assez intéressant à vous montrer. Un autre résultat est celui de Maria Acero, qui étudiait l'activité des infirmiers de coordination. Donc, elle a chronométré le temps réellement passé à faire un certain nombre d'activités. Et ce qui l'intéressait, c'était de voir ce qu'ils faisaient réellement, c'est-à-dire de chronométrer tous les types d'activités qu'ils faisaient, et pas seulement les activités qui étaient prévues dans leur cahier des charges. Alors, le premier
résultat qui me paraît intéressant, c'est que on ne fait pas que de la coordination quand on est coordinateur en oncologie. Et ensuite, un point qui est très intéressant, c'est que dans les situations, nous avez dit, où les médecins, par exemple, chefs de service, ou bien aussi les cadres de santé nous disaient « Ah, on a, nous, une coordinatrice qui est vraiment super. » Donc, à chaque fois, en fait, que le taux de satisfaction était très élevé dans les équipes, eh bien, on se rendait compte que c'était dans les cas où les infirmiers de coordination faisaient le moins de coordination en réalité, où ils faisaient le plus d'activités qui évidemment étaient des activités déléguées souvent par les cadres, mais aussi par les médecins, et donc elles devenaient des super secrétaires au service des équipes. Et donc, c'est pas parce qu'on est satisfait de quelqu'un qu'il fait ce qu'on lui a demandé dans la réalité. Alors, un autre élément qui est ressorti aussi, c'est une différence très nette selon le contexte organisationnel dans lequel ils étaient placés. Il y avait certains de ces infirmiers de coordination qui étaient dans des structures centralisées à l'hôpital, certes, mais en dehors des unités de soins. Et ceux-ci, qui sont placés là sur la droite de l'écran, sont ceux qui faisaient le plus d'activités de coordination. Et ceux qui étaient dans les unités, au contact évidemment des équipes, étaient ceux qui faisaient le plus d'activités déléguées et donc le moins de coordination et surtout le moins de coordination externe. Alors à chaque fois, je vous laisse les références parce que vous pouvez aller beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de détails dans ces activités, mais c'est pour vous dire que voilà, ces recherches donnent des résultats qui sont parfois contre-intuitifs. Et qui dit contre-intuitif dit que on n'y aurait peut-être pas pensé quand on l'organisait par nous-mêmes, parce qu'au fond, on l'aurait peut-être imaginé différemment. On serait peut-être dans ce cas-là partie de la satisfaction des gens qui travaillent avec eux. Alors, un autre exemple de résultat contre-intuitif, c'est celui de l'implémentation des indicateurs qualité. Et j'en ai été moi-même très, très surpris quand on a suivi un indicateur qui fonctionnait bien. Là, dans ce cas-là, c'était l'indicateur de tenue du dossier d'anesthésie, qui est un indicateur qui avait produit des résultats, des bons résultats et des résultats qui étaient en hausse, et donc, a priori, une bonne appropriation de l'indicateur. Et en général, les politiques publiques partent du principe que pour implémenter un outil, eh bien, il faut que, pour être sûr que cette implémentation se passe bien, il faut beaucoup communiquer. Donc, il faut le faire connaître. Il faut que les gens se disent, tiens, c'est un outil qui est bien. C'est un outil qu'on a envie d'utiliser au quotidien. Dans ce cas-là, un indicateur qualité. Et il se trouve que, dans ce cas-là, on s'est rendu compte que personne ne le connaissait, cet indicateur. Et qu'au fond, plus l'indicateur fonctionne bien et moins il est connu en réalité. Et ça, c'était un point assez inattendu et qui a mis l'accent sur le rôle très très important des managers dans l'implémentation ici d'un indicateur qualité, qui était un rôle non pas de communication, comme ça lui était demandé par les politiques publiques, mais un rôle de traduction de la doctrine des politiques publiques en termes de qualité perçue par les professionnels de santé, c'est-à-dire en termes de qualité clinique. Et ce qui intéressait les professionnels de santé, c'était pas de répondre à la demande de l'indicateur, c'était pas d'améliorer les résultats de l'indicateur, mais c'était d'améliorer leur travail pour leurs patients. Et donc, on avait identifié 3 registres de traduction qui sont spécifiques pour les médecins, qui fonctionnent assez bien pour les médecins. C'est le registre de la science, mais donc des managers qui devaient traduire les politiques publiques en termes scientifiques, en faisant par exemple des revues de littérature pour montrer que les demandes des politiques publiques étaient utiles. Et donc, on parlait non pas de l'indicateur, mais on parlait de la science, des résultats scientifiques qui montraient qu'ils avaient intérêt à changer certaines pratiques. Voilà. Il y avait d'autres registres, mais c'est pour vous montrer quelques résultats qui, pour moi, me paraissent utiles à diffuser. Alors, on se dit, super, il y a des gens qui font de la recherche en management, il y en a plein d'autres. Là, j'ai parlé de choses auxquelles j'avais pu participer ou pas, d'ailleurs, comme le premier, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Et il y a plein de trucs qui se font, mais in fine, comment est-ce que les acteurs du terrain s'en emparent? C'est ce qu'on a voulu voir en faisant une recherche qui n'est pas terminée encore. Là, j'étais encore tout à l'heure en train de réaliser un entretien pour cette recherche. Alors pour l'instant, on a réalisé 27 entretiens avec des managers des organisations de soins
en Suisse, parce qu'on a pour objectif de constituer un agenda de recherche qui serait adapté aux besoins des managers locaux. Et donc avec pour premier objet d'identifier les usages que les professionnels en matière, que les professionnels font de la recherche en management dans les organisations de santé, puis ensuite d'identifier les enjeux qu'ils ont au quotidien pour savoir ce qu'on pourrait développer de nouveau, qu'est-ce qui pourrait leur être utile à l'avenir et qui n'existerait pas dans la littérature. Et puis l'idée, c'est de traduire tout ça en agenda de recherche. Alors je vous disais qu'on a fait 27 entretiens avec principalement des managers, médecins, infirmiers, mais aussi des administratifs, quelques-uns, dans des organisations différentes, beaucoup d'hôpitaux évidemment, mais du soin à domicile aussi, des EMS, c'est les EHPAD en fait, et des soins communautaires aussi, donc des médecins qui travaillent dans des cabinets de groupe notamment, et dans des équipes pluridisciplinaires. Et voilà quelques résultats qui me paraissent intéressants de partager avec vous parce que on est peut-être dans un avenir proche pour vous. Vous serez peut-être confrontés à ces problèmes-là. Alors, la première chose qu'on a vue, c'est pas grand-chose. C'est qu'en fait, on voit bien que personne ne pratique de l'evidence-based management. C'est qu'il n'y a pas de recours à des revues de littérature qui viendraient en appui à des décisions spécifiques de management. J'ai pas vu des managers qui me disaient, bon, là, quand je suis en difficulté, hop, je vais sur PubMed, je vais sur Scope, par exemple, sur Scopus, et je regarde ce qui s'est fait en termes de management là-dessus, en termes de recherche en management sur le problème que je suis en train de vivre. Et donc, on ne parle pas de résultats scientifiques qui nous ont aidés à comprendre des choses. Mais par contre, ça, c'est dans toutes les professions confondues. Mais par contre, le rapport au savoir varie beaucoup selon les professions de santé, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rapport au savoir. C'est pas parce qu'on ne fait pas de revue de littérature au quotidien qu'on ne s'intéresse pas au savoir scientifique. Alors, une des premières différences, c'est les cadres infirmiers utilisent des connaissances pour faire du management. C'est principalement des protocoles. Quand on leur parle de théorie, en fait, ils nous parlent de protocoles. Et c'est des protocoles qu'ils ont appris dans des cours de management, par exemple dans des écoles de cadres, comme on a en France, il y a des écoles de cadres, je crois. Et en Suisse, c'est un petit peu différent, mais on a des formations internes. On a aussi des formations dans les universités. C'est le cas des formations qu'on donne, où on a des partenariats avec des hôpitaux. Et donc, ils évoquent beaucoup les cadres qu'ils ont appris dans ces cours et qu'ils appliquent vraiment comme des protocoles. Ou alors qu'ils ont aussi appris dans des colloques professionnels. Et ils les utilisent beaucoup pour la gestion des ressources humaines, pour conduire par exemple des entretiens professionnels, de recrutement aussi, pour la gestion de conflits ou la gestion des plannings qui revient beaucoup chez les infirmiers comme étant un vrai enjeu, comment gérer les plannings avec toutes ces demandes différentes et toutes ces tensions dans les équipes. Ils l'utilisent aussi pour la gestion des projets, les médecins aussi un peu d'ailleurs, pour la gestion des projets, notamment pour faire de la planification de projets, de la conduite ou de l'évaluation de projets. On utilise des cadres qui permettent de structurer, mais c'est pas des cadres qui reposent réellement sur de la recherche en management, c'est plus par expérience que ces cadres ont été construits, c'est très empirique en tout cas. Et un autre point qui caractérise les cadres infirmiers, c'est que les modes de management sont très collectifs. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est pas forcément en lisant des livres que je vais m'améliorer, mais c'est en m'appuyant sur un collectif de cadres. Ça, c'est une ressource importante pour faire du management et pour s'assurer qu'on prend des bonnes décisions. Et donc, il y a des réunions de cadres, il y a des colloques professionnels qui réussissent que des cadres, et c'est des endroits où on est très attaché, effectivement, à échanger sur les problèmes qu'on rencontre. Il y a aussi une volonté forte qui est affirmée d'harmonisation des pratiques, c'est-à-dire que quand on utilise un cadre, quand on utilise un protocole, on le partage le plus possible avec les autres cadres, et donc il y a l'envie d'harmoniser un peu les pratiques entre les différentes unités, par exemple, ou en tout cas avec plusieurs autres professionnels de la même organisation. Alors, chez les médecins, c'est un petit peu différent. Ce qui est frappant, c'est que les médecins qui sont cadres, c'est ce que j'ai rencontré en tout cas, c'était beaucoup des chercheurs, mais des chercheurs cliniciens.
Donc, c'est des gens qui ont une pratique de la recherche qui est parfois importante. Et pour leurs décisions au quotidien, dans leur pratique, ils font de la revue de littérature. Mais pas pour le management, pour la clinique seulement. Et par contre, quand je leur dis, mais est-ce que vous les utilisez pour les problèmes de management, ils disent non, en général, bon, ils avouent franchement que, bon, en général, ils le font pas, parce qu'ils considèrent le plus souvent que ce qui est important en management, ça relève d'abord de l'attitude du manager. Et donc, ce qu'ils essaient de cultiver, c'est des qualités humaines et individuelles. Un bon manager, c'est quelqu'un qui doit inspirer les équipes. Donc, c'est un modèle, si on veut. Et donc, ce qui les intéresse, c'est pas tellement d'avoir des données pour prendre des décisions au quotidien, mais c'est de cultiver ce personnage. Et parfois, ils le font ils apprennent à le faire en s'appuyant sur des références. Ces références, ça peut être des références théoriques, mais aussi des modèles, des modèles réels, c'est-à-dire des managers qu'ils ont connus, qu'ils ont fréquentés dans leur carrière. Alors, il y a les bons, il y a les mauvais modèles. Parfois, on se construit en opposition au chef qu'on a eu dans sa jeunesse, mais aussi, on le fait aussi en parfaite harmonie avec les pratiques du chef qu'on a connu, qu'on aimerait reproduire. Et puis, quand ils ont des ouvrages de référence en management, et il y en a pas mal, en fait, ils lisent pas mal à partir d'un certain niveau. J'ai remarqué qu'à partir du niveau de chef de service, ce qui correspond au 3e niveau, en fait, de la hiérarchie, en tout cas en Suisse, dans les hôpitaux. Et donc, à partir d'un certain niveau, ils se mettent à lire et ils lisent pas mal de livres de management, mais des livres et pas des articles. Et certains m'en ont conseillé. Alors, les 2 qui sont là sont des livres qui m'ont été donnés, d'ailleurs, par des chefs de service qui m'ont invité à les lire parce que c'était des livres qui les avaient beaucoup inspirés. Et j'ai trouvé d'ailleurs très chouette le premier. Et qui peuvent éventuellement vous inspirer aussi. Donc des livres qui sont plutôt autour du leadership et de la stratégie, qui deviennent des sources d'inspiration et non pas des protocoles à appliquer. Donc on s'en imprègne et ensuite on en fait quelque chose à soi. Et il y a un exemple qui était très intéressant d'une médecin-chef de service qui me disait, j'ai 2 bibliothèques, j'en ai une ici au travail à côté de moi, et dans cette bibliothèque, je n'ai que des ouvrages et des articles qui sont des articles sur la clinique, et j'ai une bibliothèque importante, pour ma profession en tout cas, dans ma chambre, mais elle est dans ma chambre à coucher, c'est une bibliothèque de management, parce que je ne peux pas lire, je ne peux pas juste me référer à une page, à un résultat pour le management, j'ai besoin de m'imprégner, de lire longtemps, et donc ça nécessite d'être à la maison pour pouvoir m'approprier ces lectures. Alors, un autre résultat, c'est comment on fait ces premiers pas dans le management. Parce qu'il se trouve que le rapport des cliniciens au management est largement déterminé par les conditions d'entrée dans la carrière de management. Et celle-ci, elle diffère aussi sensiblement entre les professions infirmières et médicales. Alors, chez les médecins, on se rend compte que soit devenir adjoint, par exemple, comme dans le 2e verbatim, c'est un peu la suite logique d'une carrière, mais de clinicien. Pas d'une carrière au sens hiérarchique, de monter dans la hiérarchie, mais pour devenir un meilleur clinicien et plus reconnu, et même un chercheur éventuellement, de toute façon, il faut passer par là. Et donc, il y a une forme de continuité avec la clinique et on se pose pas vraiment de questions. On se dit pas, tiens, je voudrais faire du management, et on valorise même pas l'aspect managérial, on valorise juste le fait qu'on a été reconnu, par exemple, pour le nombre d'articles qu'on a publiés qui nous ont permis probablement de devenir manager. Et parfois même, ce qui fait qu'ils éprouvent un espèce de sentiment d'imposture parce qu'ils se sentent toujours plus cliniciens que managers, et quand ils arrivent là, ils se demandent un peu ce qu'ils fabriquent. Disons que j'ai gagné un concours de circonstances, pas mal, ils me disent, mais comme manager, je me sens un petit peu un imposteur parce que moi, je sais pas ce que je fais quand je fais du management. Et donc, on fait du management avec une focale forte sur la clinique, ce qui signifie aussi que le management est invisible pour les médecins pendant longtemps dans leur carrière, y compris quand ils sont ce qu'on appelle ici des adjoints, où pourtant, à ce moment-là, ils dirigent déjà des équipes importantes. Et donc, jusqu'à ce niveau-là, on fait un peu du management sans le savoir. Quand je demandais à des jeunes managers de me décrire leurs tâches de management, en fait, ils me décrivaient souvent des tâches cliniques, ou l'inverse. Pour eux, ils font pas vraiment la différence.
Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ceux qui ont pris des cours de management, c'est-à-dire qui se sont dit à un moment donné, tiens, c'était intéressant que j'aille voir un peu plus loin comment ça marche, ils l'ont fait en général tardivement dans leur carrière. Alors un autre résultat, c'est celui des premiers pas des infirmiers en management, et vous verrez que c'est assez différent, c'est qu'ils n'expriment pas de sentiment d'imposture. En fait, ils n'en parlent pas de leurs premiers pas comme d'un moment important, sauf dans la légitimité, c'est-à-dire ils ont le sentiment que c'est un moment, oui, qui leur permet d'avoir un pouvoir décisionnaire sur certains aspects transversaux et qui valorise leur activité, mais pour le management, que le management en soi est une manière de se valoriser dans leur activité. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est plutôt les médecins qui parlent des infirmiers en creux, parce qu'ils disent, bah moi, quand j'ai pris mon premier poste, j'étais un peu paumé, alors que les infirmières, quand elles prennent leur premier poste, j'ai remarqué qu'elles sont déjà habituées. Enfin, elles ont déjà appris, elles connaissent le vocabulaire administratif, par exemple, m'a-t-on dit. Et ils s'en rendent compte quand ils font des formations interdisciplinaires avec eux, ben, ils se rendent compte que elles sont beaucoup plus à l'aise, en fait, sur ce qui relève du management. Alors après, on leur a demandé quels étaient les problèmes les plus importants qu'ils rencontraient dans leur activité et pour lesquels on pourrait peut-être trouver de la littérature, évidemment. Alors, ce qui est vraiment très impressionnant, et c'est vraiment les deux premiers challenges, c'est les plus importants qui reviennent tout le temps, c'est le management relationnel. Et la majorité des difficultés qui sont exprimées, elles tombent dans le registre du comment je fais avec telle personne ou avec telle autre personne, avec un risque d'essentialisation qui fait que en Suisse, par exemple, on se plaint beaucoup de certains groupes d'étrangers qui travailleraient pas comme les autres, etc. Et c'est rigolo, c'est que dans ce cas-là, c'est un Français qui me parlait des Français qui auraient certaines attitudes au travail. Mais on s'interroge beaucoup sur la manière de gérer les équipes, de gérer aussi les émotions. Hein. On se demande comment on peut gérer les expressions d'émotions par des subordonnés, et c'est vraiment des choses dont on ne sait pas trop quoi faire et qui posent des difficultés. Puis, le relationnel, c'est aussi la résistance au changement. Donc, c'est peut-être des personnes seniors qui refusent les propositions qu'on leur fait. Et ça, c'est un peu les difficultés que rencontrent, en tout cas au départ, beaucoup les cadres dans nos institutions en Suisse, mais je crois que c'est pas très, très différent en France. Un deuxième challenge qui est revenu toujours dans la logique du management relationnel, c'est le management générationnel. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Tout le monde se plaint de la génération Z. Je pense que vous avez les mêmes problèmes en France. Moi, je me souviens, j'ai travaillé en France à l'époque, ce qui est rare pour des Suisses, vous me direz. Mais j'ai travaillé à l'EHESP pendant un certain temps et je me souviens qu'on parlait déjà beaucoup de la génération Y à l'époque. Et donc, je pense que vous retrouvez aussi dans les hôpitaux maintenant de la génération Z qui fait l'objet, par exemple, dans nos formations sur 30 mémoires, de 5 mémoires, ce qui est beaucoup quand même. Et alors des jeunes qui remettraient en question toutes les décisions qui sont prises par les managers, qui s'accorderaient pas avec le style à l'ancienne, un peu autocratique, des jeunes qui manqueraient d'implication et de solidarité, donc qui refusent de venir remplacer des gens, par exemple, et des jeunes qui, et ça c'est plus intéressant parce que je pense que on touche à quelque chose de beaucoup plus juste et de beaucoup plus systémique, des jeunes qui sont de bons académiques, mais qui seraient pas dans la pratique. C'est-à-dire ce serait une conséquence, au fond, de l'universitarisation des formations et que cette tension, peut-être, serait beaucoup plus générée par la transformation des formations et donc la transformation des représentations du travail entre les jeunes et les anciens, mais qui sont directement déterminées par nos formations, nos institutions, en particulier l'université, qui aujourd'hui forme aussi les infirmiers. Je crois qu'en France, c'est depuis 2009. Hein. Alors, un troisième challenge, c'est celui de l'interdisciplinarité. Et je crois que en dehors des murs de l'hôpital, c'est beaucoup plus important. Et donc, le boundary spanning, hein, comment on fait pour travailler avec quelqu'un d'autre, et donc la nécessité d'avoir une forme d'empathie, non plus avec les patients, mais avec les autres professionnels, pour comprendre quels sont leurs besoins à eux, pour pouvoir réussir à trouver un langage commun.
Et ça, c'est des enjeux qui reviennent souvent quand on est avec des gens qui travaillent dans la communauté et pas à l'hôpital. Et avec aussi la volonté, ça c'est revenu à plusieurs reprises, la nécessité de trouver des outils qui soient adaptés à l'interprofessionnalité. C'est par exemple développer un système de saisie d'informations qui permet d'échanger pas seulement entre médecins, mais aussi avec des infirmiers, avec des aides-soignants, avec éventuellement des gens qui travaillent dans le social, et comment on peut trouver des outils qui soient adaptés aux échanges nécessaires. Et puis un problème qui a été souligné qui pourrait être aussi l'objet d'une recherche en management, c'est la question de l'accountability dans une équipe interpro, puisque quand on fait de l'interpro, on sort un petit peu de son cahier des charges, et il y a un moment donné où il y a des activités qu'on produit qui sont pas formalisées et pour lesquelles, au fond, il n'y a pas de responsabilité désignée, notamment, évidemment, la coordination des parcours de soins. En fait, quand elle n'est pas faite, qui est responsable? Alors, encore un challenge, c'est celui de la reconnaissance du travail des cadres. Je parlais de l'invisibilité de l'organisation et du travail organisationnel. Ça veut dire qu'il y a aussi un manque de reconnaissance du travail, d'où la nécessité de faire de l'advocacy et peut-être d'en parler, comme on le fait aujourd'hui, de montrer à quel point c'est important de s'intéresser à l'organisation du travail et donc pour mieux intégrer le travail de management dans les organisations de santé. Le dernier challenge, c'est celui de l'intégration de la logique participative qui produit des effets et qui sont pas toujours faciles à gérer derrière. Donc d'abord, comment on choisit son style de leadership? Parce que c'est très à la mode aujourd'hui. Si vous suivez des cours de management, vous pouvez pas ne pas être un manager participatif. On doit faire du leadership démocratique. Et en même temps, on se rend compte quand on arrive sur le terrain qu'il y a des fois, il faut prendre des décisions tout seul et qu'on a besoin d'un chef et de directives claires. Et donc, en fait, ces managers sont parfois en difficulté pour trouver la bonne balance entre le style de leadership démocratique et autocratique. Et en plus, la tentative de promotion de la participation peut produire des effets secondaires. C'est-à-dire que quand on fait en sorte que tout le monde participe à la prise de décision, il va y avoir de plus en plus de projets qui vont être générés par les équipes. On va vous poser de plus en plus de questions quand vous êtes manager, et ça génère du travail supplémentaire d'arbitrage des projets qui sont proposés. Et qu'est-ce qu'on fait de tous ces projets qui s'accumulent sur un bureau? Parfois, c'est compliqué. Alors, j'ai rencontré un manager qui disait, moi, je fais mon choix à partir d'un plan stratégique que je mets en place, et derrière, je mets des priorités, et ceux qui rentrent dans le 1, le 2, le 3, le 4, il y a ceux qu'on traite tout de suite, ceux qu'on traitera peut-être plus tard, et ceux, etc., etc. Et puis, il y avait une autre proposition que je trouvais très intéressante, et qui relève du principe de subsidiarité, c'est celui de l'autogestion des projets par les équipes elles-mêmes. C'est-à-dire de ne plus confier l'évaluation et la sélection des projets aux managers, mais de faire en sorte que les équipes entre elles, et c'est ce qu'avait fait un chef de département d'un département important d'un grand hôpital, c'était de dire, moi je demande à mes équipes, je dis, je crée des équipes, je dis, vous faites tel type de projet sur tel sujet, vous faites des projets sur tel autre sujet, etc. Et entre eux, il y a un arbitrage qui se fait dans le collectif, il y a une gestion qui se fait à l'intérieur de ce collectif qui permet de limiter peut-être les projets qui sortiraient trop du cadre sans que le manager ait besoin d'intervenir. Et puis, après, il y a une limite à tout ça, c'est celle de la gouvernance, c'est-à-dire que quand on fait du management de ce type-là et que au-dessus, on est dans une gouvernance qui est très autocratique, il y a des projets qu'on ne peut pas financer en interne, puisque derrière, ça s'arrête au niveau où on l'a mis en place. Et donc, comment faire pour financer tous ces projets pour lesquels, effectivement, il n'y a pas de financement possible, et donc il faut trouver des projets pour lesquels on a des ressources à chaque fois en interne. Voilà, c'est des limites, mais je pense que c'est un vrai champ de recherche autour de la subsidiarité. Et puis voilà, la conclusion, la conclusion de tout ça, c'est simplement vous dire que aujourd'hui, le management ou ne pas penser, ne pas faire de management, ça a des conséquences importantes. Et on sait aujourd'hui que 8 à 30% des dépenses de santé sont directement attribuables à des défauts de management, que ces défauts constituent un enjeu fort aussi de qualité des soins. J'apprenais qu'un hôpital comme celui pour lequel on travaille en partenariat, qui est un gros CHU,
produit probablement, enfin, tue probablement une personne par semaine. Et c'est le cas, en fait, c'est tiré sur des études américaines, mais il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas chez nous non plus, mais qu'un gros CHU tue probablement une personne par semaine simplement parce qu'on s'est mal coordonné, parce que des informations n'ont pas été bien diffusées comme il fallait. Et c'est un problème aussi de qualité de vie au travail, c'est-à-dire que c'est un impact fort aussi sur le turnover et l'absentéisme, le fait qu'on soit mal organisé. Et donc, des connaissances existent aujourd'hui pour s'améliorer, mais elles ne sont pas suffisamment mobilisées par les acteurs de terrain, notamment aussi les médecins cadres. Et donc, s'il y a une préconisation à faire des premiers résultats de notre enquête, c'est que il faut sensibiliser les acteurs plus tôt dans la formation initiale, et je vous félicite de le faire ici, vraiment, parce que on se bat à Genève pour le faire. On vient de réussir à intégrer 1h30 de formation au management dans la formation initiale des médecins. Et donc, pour dire que c'est pas toujours facile de dépasser effectivement les tropismes dont on parlait, que ce soit celui de l'économie, mais aussi celui de la clinique. Et puis, l'autre préconisation, c'est peut-être, et ça c'est un médecin qui me l'a soufflé, il dit, moi, volontiers, si tu m'envoies une fois par semaine une synthèse de revue qui m'importe sur un sujet qui m'intéresse, je la lirai avec grand plaisir, en fait. Donc, pourquoi pas mettre à disposition des synthèses de revues de type Cochrane, comme ça se fait très très bien dans la clinique, sur les principaux enjeux qu'on aurait identifiés dans le cadre de recherches comme celle qu'on est en train de faire par les managers. Voilà, je vous remercie de votre attention et je me réjouis des échanges qu'on pourra avoir tout à l'heure. Merci, chers collègues, parce que... Merci, chers collègues, parce que je vais essayer, à partir de ce que vous avez dit, de surligner un certain nombre de choses. J'ai connu, il y a 50 ans, enfin pas 50, mais il y a longtemps, Jean Burger, le nom vous dit peut-être quelque chose, ou Henri Péquignot. C'étaient des grands patrons de médecine générale qui faisaient des encyclopédies. Et Henri Péquignot, à cette époque-là, était le rédacteur en chef d'une revue d'économie médicale et de sociologie médicale. C'est la première remarque que je ferai là, c'est-à-dire que les médecins, il y a très longtemps, ne travaillaient pas en définitive avec les autres. Peut-être qu'éventuellement, les disciplines n'étaient pas aussi bien développées, la sociologie des organisations n'était pas autant développée qu'actuellement, et elle n'était qu'au début, très balbutiante. Donc, la première remarque que je ferai là-dessus, c'est-à-dire que le milieu médical lui-même, avec son côté hiérarchique, a été amené en définitive à s'approprier, voyant qu'il y avait de véritables intérêts à poser le problème, à travailler, à poser des opinions, éventuellement, à proposer des organisations. Voilà la première remarque que je ferai. La deuxième, c'est par rapport à Topol. Topol est un grand chercheur qui a travaillé dans l'infarctus du myocarde. Je ne sais pas si c'est le même dont on parle, il y a peut-être plusieurs Topol, mais je voudrais en parler là. Je voudrais en parler là parce que ça a été, en termes de management, quelqu'un qui, dans la cardiologie, a totalement changé, en définitive, la prise en charge des malades ayant l'infarctus du myocarde. Encore, pendant un certain temps, nous gardions pendant 21 jours les patients après un infarctus du myocarde dans un endroit aigu qu'on n'appelait pas réanimation. La réanimation ne s'appelait pas comme ça, mais des services aigus. Pourquoi ? Parce qu'au 8e jour, comme vous le savez très bien, il y a un certain nombre de complications jusqu'au 21e jour. Donc on gardait les patients. Et Topol a été le premier à dire « mais nous n'avons besoin de garder que 3 jours les infarctus du myocarde à partir du moment où ils ont fait leur douleur et que nous avons fait ce qu'il faut, la thrombolyse ou n'importe quoi. » Et pourquoi je souligne ça ?
je souligne ça parce que ça a complètement changé l'organisation, pour des raisons économiques, bien entendu. Tout simplement de garder les patients moins longtemps pour que ça coûte en définitive moins, pour des problèmes économiques. En effet, on est passé d'une médecine de fait clinique, cardiologique et de responsabilité à une médecine de risque. C'est-à-dire que les 5% qui faisaient telle ou telle complication étaient suivis, et étant suivis, si jamais ils faisaient la fameuse complication, ils pouvaient revenir à l'hôpital. Je prends cet exemple-là pour montrer comment, en définitive, nous passons dans des paradigmes différents. C'est-à-dire que nous passons dans des visions autrement. C'est-à-dire que c'est pas si évident que cela. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Wallis. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple que ça. Présenter aux étudiants la chose comme étant faite. D'ailleurs, votre travail montre bien la difficulté par rapport aux médecins vis-à-vis des infirmières. Autant au niveau des infirmières, il était possible de faire ce que vous avez fait, mais vous avez eu un certain nombre de difficultés par rapport aux médecins. Est-ce que je me trompe ou pas ? Alors, non, je pense que vous avez souligné effectivement le fait qu'il y a des paradigmes comme ça qui s'installent, mais je pense que la différence entre les médecins et les infirmières s'explique effectivement par la nature de leur activité aussi, et par la valorisation du travail clinique des médecins, qui a toujours été beaucoup plus importante que le travail clinique des infirmiers. Et donc, je pense que cette différence-là, elle est là. Par contre, ce qui m'a frappé, moi, c'est l'intérêt des médecins, quand même, à chaque fois pour le travail managérial. C'est-à-dire que quand on en discute, ils montrent beaucoup d'intérêt pour ce qu'on dit. Moi, je suis toujours assez marqué parce qu'ils sont quand même tout à fait conscients que dans leur activité, il y a des difficultés qu'ils peuvent résoudre avec le management. Ils sont aussi tout à fait conscients du fait, et ça c'est l'effet des réformes de l'activité qui ont donné beaucoup de pouvoir aux administratifs. Ils se rendent compte aussi du pouvoir sur le travail quotidien, sur leur qualité de vie au travail, le pouvoir de maîtriser un certain nombre d'éléments en management. Donc, moi j'ai rencontré, si vous voulez, et d'ailleurs, c'est des gens qu'on rencontre de plus en plus dans nos formations. On a de plus en plus de médecins qui suivent les formations dont je vous parlais tout à l'heure, le CAS d'ASMAS en management des organisations de santé. Ça veut dire qu'il y a une conscience progressive, mais un contexte dans lequel on ne valorise pas ce travail-là. C'est-à-dire que les organisations elles-mêmes, et pas seulement les médecins individuellement, mais les organisations dans lesquelles ils évoluent, ne valorisent pas aujourd'hui le travail managérial. Donc on a peut-être une tension, et c'est pour ça que ça évolue un peu, c'est parce qu'il y a une prise de conscience et en même temps des acteurs qui ne sont pas incités par l'organisation à s'intéresser au management, alors que les infirmiers sont incités beaucoup plus tôt dans leur carrière à s'intéresser au management. Donc je crois beaucoup au rôle des organisations autour de ça, et aussi au rôle des formations pour sensibiliser les gens, pour valoriser ce travail-là. En tout cas, si ça répond un peu à votre remarque. Je le comprends. Il y aurait tellement de choses à dire, mais ça a été très très long. La légitimité jusqu'à l'imposture, vous avez employé des mots qui est très important par rapport à des pratiques. Tous ces éléments-là sont des éléments majeurs de réflexion éthique, d'autant plus quand vous dites, et je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'en définitive, le problème des pratiques et de leurs évaluations multidisciplinaires, c'est le problème du sens. Et que le bien-être dans les différentes pratiques est tout à fait en corrélation avec le sens. C'est-à-dire que le sens que chacun donne à sa pratique et l'investissement tel qu'il est amené. Et vous montriez bien que dans certaines jeunes générations, ceci s'affaiblissait particulièrement, notamment chez les médecins. En tout cas, chers collègues, on est pris par le temps,
Mais on pourrait vous dire aussi qu'à Lyon, les collègues de médecine générale nous ont contactés justement parce qu'ils ont difficulté dans ce qu'on appelle les CPTS, qui sont tout simplement les liens entre les différentes pratiques médicales, paramédicales dans leurs exercices professionnels. Eh bien, il y a tous les problèmes que vous présentiez là et qui, malheureusement, ne sont pas résolus puisque eux-mêmes sont les premiers, comme vous le faites si bien, demandent à ce qu'il y ait une évaluation et qu'un travail ensemble, bien entendu, qui les implique tous, soit effectué. En tout cas, bravo, parce que vous introduisez totalement, chers collègues, les problématiques éthiques de légitimité, de sens. Et là, nous allons, si vous le voulez bien, donner la parole à deux de nos collègues qui, eux, vont l'orienter particulièrement sur la souffrance mentale. Vous savez que la souffrance mentale est un problème de fond. Parmi nous, d'ailleurs, nous avons un pourcentage de personnes, y compris ici, bien sûr, qui ont, bien sûr, de tels problèmes. Et ces problèmes doivent être, bien sûr, pris en charge. Et tout l'accès aux soins et donc, comment repenser la santé mentale et une politique de santé mentale est particulièrement importante à construire. Alors, j'ai la chance, en plus, je disais qu'on était presque en famille, puisque le docteur Gozlan, dont je parle en premier, est un pionnier, en définitive, de la réflexion, je dirais, sur la souffrance mentale. Nous l'avons connu il y a 20 ans, quand lui-même, avec psychopathe, 20 ans, ça fait 20 ans, 25 ans 20 ans déjà. Eh bien, moi-même, parallèlement, nous faisions un diplôme d'éthique où nous essayions de réfléchir à ces problèmes également. Et il y avait aussi le problème des violences faites aux femmes. Il y avait aussi le problème des violences intrafamiliales, rappelle-toi, qui étaient des problématiques posées il y a 25 ans. Et c'est vrai que MeToo a complètement changé, du moins à booster en quelque sorte, et heureusement tous les travaux qui avaient été faits par des pionniers comme toi-même. Et c'est important de bien le souligner pour montrer que les choses, les concepts ne sont pas venus n'importe comment. Celui du consentement qu'on est en train de discuter par rapport au viol a été totalement, discuté comme celui de victimiser les personnes qui se trouvaient, et avec d'ailleurs une vision que la victime pouvait être en même temps un traitement, ce qui d'ailleurs est très ambigu et qui revient un peu à ce que disait M. Wally tout à l'heure, puisqu'il n'y avait pas de fondement clinique ou de fonctionnement, simplement un postulat juridique qui était de dire, eh bien, lorsqu'il y a tel ou tel problème, il est important que la victime le fasse savoir, et le faisant savoir, son statut de victime va lui permettre et entraîner. Donc on se rend compte comment le changement de pensée, et c'est la chose qui est la plus difficile pour les victimes justement, c'est déjà la parole, puisqu'on parle même pendant un temps, bien sûr, mais au contraire, c'est la hiérarchie, c'est l'organisation, ce sont les autres, et c'est pour ça qu'il y a une réflexion éthique particulièrement importante. Comment on arrive chez les cultures différentes, les différences qui amènent quelquefois à des attitudes qui peuvent être répréhensibles, en tout cas qui doivent l'être. Donc, je suis heureux de rencontrer donc de nouveau, un peu quelques années après le docteur Gozlan, et surtout avec Annie Bartoli, le professeur Bartoli, qui fait partie donc de notre conseil d'administration, qui est une des personnes qui agit au niveau de l'université et qui appuie totalement une réflexion sur le management ouverte en interdisciplinaire. Donc, je suis heureux là. Et je remercie encore le docteur Wally pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'en fait, il nous a ouvert par rapport au secteur que l'on va ici aborder, qui est celui de la souffrance mentale. Vous avez la parole, Madame Bartoli et mon cher ami Gozlan.
Très bien, merci beaucoup. On va peut-être lancer le diaporama concernant notre présentation. Merci et bonsoir à toutes et à tous. Je remercie mon collègue Simon Ouali pour la présentation qu'il vient de faire et parce que nous allons pouvoir nous inscrire dans le prolongement finalement des propos qu'il a tenus qui mettaient en évidence la complémentarité de certaines approches disciplinaires et le fait que lorsqu'on parle de santé globale ou de prise en charge globale ou tout simplement finalement de performance de l'activité touchant aux questions de santé, eh bien l'ouverture disciplinaire s'avère vraiment nécessaire et on n'est pas tous suffisamment sensibilisés ou préparés à cette approche pluridisciplinaire. Il est évident que si vous voulez bien, je repars un tout petit peu en arrière. Voilà. Il est évident que nous avons besoin d'expertise spécialisée. Ce que nous allons dire à propos d'ouverture disciplinaire ne veut pas remplacer l'expertise spécialisée. On en a tous besoin et la recherche avance aussi parce qu'effectivement, elle se focalise sur des points précis, spécifiques, d'expertise. Mais pour autant, le phénomène de balancier qui consisterait à n'être que des hyper-spécialistes experts peut poser d'autres types de problèmes. Et c'est ce que nous allons essayer de vous présenter avec ce sujet que nous avons intitulé pour une approche pluridisciplinaire au service de la santé globale en psychiatrie. Et nous allons vous présenter quelques-uns des travaux sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs années, le docteur Guy Gozlan et moi-même. Nous venons de deux univers différents, l'un dans les sciences de la santé en psychiatrie, moi-même en sciences de gestion et du management, c'est l'intitulé de notre discipline en France. Et on pourrait discuter longuement de la différence entre le mot gestion et le mot management, mais on ne fera pas ça ce soir. On va parler de management au sens large du terme. Et donc, cette rencontre-là, nous trouvons qu'elle est particulièrement fructueuse, et en particulier donc, lorsqu'elle s'applique à la prise en charge dans le champ de la santé mentale. Donc, voilà de quoi on va essayer de parler ce soir. Donc, je vais juste commencer par faire une toute petite introduction pour vous expliquer comment on va structurer notre propos. D'abord, on va situer le domaine de la psychiatrie. Il n'est pas certain que vous soyez tous familiarisés avec ce sujet. Et bien sûr, là, je laisserai la place aux spécialistes, le docteur Gozlan, sur la psychiatrie dans son ensemble, mais aussi les défis on va essayer de les simplifier, bien entendu, parce qu'ils sont nombreux, et de se focaliser sur un certain nombre d'entre eux pour voir un petit peu comment ils se présentent encore aujourd'hui, et c'est pas nouveau. Il y a évidemment des choses qui remontent à loin dans le temps, mais qu'on trouve avec une modernité, on va dire, particulière à l'heure actuelle. On va faire le lien entre la psychiatrie et le management, mais pour ça, il va falloir que je vous fasse un petit détour sur ce qu'est le management. Alors, fort heureusement, ce que vient de dire Simon Ouali est déjà une excellente introduction en la matière. On s'était un peu coordonnés en amont, donc je pourrais focaliser sur quelques aspects complémentaires pour poser un petit peu le cadre et revenir sur la question de la recherche en management, de ce qu'elle peut apporter à la santé et en particulier dans tout ce qui concerne la mise en œuvre et le pilotage du changement. On a besoin en permanence d'innover, on a besoin en permanence d'évoluer, mais si on manque de savoir-faire ou de savoir en matière de changement et de mise en œuvre et de pilotage du changement ou d'implémentation, comme on dit avec un anglicisme qui est maintenant entré dans les mœurs, eh bien, on est effectivement en difficulté. Donc, c'est un petit point qu'on va faire ici dans cette petite deuxième partie. Et puis, bien entendu, nous voudrions vous montrer en quoi tout ceci peut être mis en application. Il ne s'agit pas seulement de le vouloir, encore faut-il pouvoir s'efforcer de le mettre en œuvre. Là aussi, plein de défis, plein de difficultés, bien sûr. Lorsqu'on sort finalement des sentiers bien définis, eh bien, on se heurte à des difficultés complémentaires, mais pour autant, l'enjeu est suffisamment fort pour que ça mérite d'y aller. Et donc, on vous présentera quelques éléments sur lesquels nous
avons travaillé, que nous avons conçus, hein, des modèles à la fois conceptuels mais aussi d'action, donc des modèles d'action qui sont mis en œuvre dans un certain nombre de travaux, et en particulier au sein du SAMSA-Prepsi dont s'occupe le docteur Gozlan. Donc voilà un petit peu notre petit programme, hein, qu'on va essayer de tenir dans les temps, bien entendu. Alors juste quelques mots introductifs pour expliquer notre posture. Ce qu'on voudrait faire avec vous à travers cette présentation, c'est vous rappeler, vous dire ou vous redire l'importance finalement de temps en temps de combiner plusieurs regards et de ne pas rester chacun dans sa zone de spécialité, qui est un petit peu aussi sa zone de confort. L'importance de combiner plusieurs regards, en particulier lorsqu'il s'agit de traiter des problèmes complexes. Alors il y a de très nombreux problèmes complexes autour de nous, dans nos sociétés, mais lorsqu'on parle de santé mentale, par définition, on est sur des sujets et des problèmes complexes. Alors, complexe ne veut pas dire compliqué. Je pense que vous savez peut-être la différence entre ces deux termes, hein. On dit généralement que ce qui est compliqué, c'est quand il y a une multiplicité de sujets, de facteurs. Ça devient complexe quand il y a effectivement un ensemble de facteurs multiples, mais qu'il y a des interactions entre ces facteurs, qui sont également multiples et qui sont évolutives. Et donc, on est en plein dans des problèmes complexes lorsqu'on parle de santé mentale. Et donc, on a absolument besoin, ici, d'avoir une pluralité de regards pour s'efforcer de les prendre en charge. Et donc, pluralité de regards dit aussi, d'une certaine manière, pluridisciplinarité. Alors, on ne peut pas avoir, effectivement, toutes les disciplines possibles à notre service, mais pour autant, s'ouvrir sur des questions qui touchent d'un côté aux sciences humaines et sociales et de l'autre aux sciences de la santé peut permettre d'avancer sur un certain nombre de préoccupations que l'on peut avoir face à ces problèmes complexes. Également, pluralité de métiers. Certains sont des professionnels, des praticiens, on dit, d'autres sont des chercheurs qui peuvent être des chercheurs qui font de la recherche-action sur le terrain. Et ces métiers-là, ces compétences-là, sans parler de tous ceux qui portent des institutions politiques en particulier et qui développent et mettent en œuvre des politiques publiques, finalement, tous ces métiers-là sont concernés par les questions que l'on traite, et on ne peut pas là non plus avoir des œillères et ne pas s'écouter les uns les autres au regard de nos différentes logiques. Donc ça suppose effectivement de s'intéresser à des structures et à des institutions variées et pas seulement à celles auxquelles on pourrait penser spontanément. Et également, on a vu l'exemple un petit peu d'international ce soir grâce au docteur Welly, mais faire en sorte qu'on soit également dans cette approche globale, et globale veut dire, en fait, c'est aussi, si on le prend dans le sens anglophone du terme, mondial, qu'on soit à la fois sur le territoire, sur le local, sur les initiatives spécifiques et locales qui sont extrêmement importantes et utiles, et aussi, évidemment, le national, mais aussi l'international, parce qu'on le sait bien, les questions dont on parle, et on va commencer d'ailleurs par quelques éclairages internationaux, dépassent les frontières. On ne peut pas rester effectivement chacun sur son propre petit bout de territoire. Donc voilà la posture que nous avons, la posture que nous vous proposons, la posture à laquelle on espère que vous vous sentirez à l'aise et que vous aurez envie d'aller plus loin dans d'autres cadres, probablement au-delà de cette soirée. Merci, merci Annie, merci en tout cas d'être présent. Pour moi, c'est un honneur d'être à nouveau invité par Christian, d'être avec vous. Docteur Welly, tout à l'heure, parlait de la place du management dans la formation initiale. Si vous êtes en 5e année de médecine, je pense qu'il est déjà un peu tard, à mon avis, parce que la formation initiale, c'est tout de suite, dès les toutes premières marches dans la santé, pour avoir une vision particulièrement globale, comme disait Annie. Moi, je défends personnellement, professionnellement, la vision qui concerne à la fois la psychiatrie et la santé mentale. Je vais juste là aussi faire une toute petite définition pour qu'on se mette d'accord. La santé mentale est une approche de santé publique, et la psychiatrie est une affaire clinique entre le patient et le médecin, et c'est une affaire de diagnostic, on va dire, individuel. Si parfois ça peut dépasser, on peut avoir des approches plutôt systémiques. En tout cas, on est face à des contextes évidemment compliqués et complexes. On est face aussi à une charge énorme en termes de morbidité, puisque
la santé mentale et la psychiatrie représentent un tiers du poids des pathologies les plus habituelles. Vous savez que c'est segmenté entre un tiers la cancéro, un tiers la cardio et un tiers la psychiatrie, avec un très très fort fardeau personnel, familial, social, sociétal et aussi économique, dans la mesure où nous avons la chance d'avoir dans notre pays beaucoup de soutien et de compensation de tous les handicaps, et en particulier du handicap psychique, mais aussi que c'est un facteur de précarisation. Je vais revenir là-dessus. En tout cas, l'OMS a prédit depuis très longtemps que les troubles mentaux continueraient à croître, et ils continuent à croître, et que ça aurait une très forte incidence sur la santé globale, sur le One Health, et sur des conséquences majeures, pas seulement sur les souffrances cérébrales, mais aussi sur les souffrances sociales, économiques, et aussi des effets sur les droits de l'homme en général. Donc, dans une perspective globale, on est face à des défis que vous allez rencontrer, j'espère, rapidement. C'est peut-être déjà fait, qui font qu'en psychiatrie, on est obligé d'avoir à la fois une approche, on va dire, neurobiologique, et aussi une approche neuropsychologique, et aussi une approche psychologique, psycho-émotionnelle, et aussi une approche sociologique, familiale, individuelle. On est aussi très influencé par les préjugés, je vais revenir là-dessus, qui concernent notre spécialité, puisqu'il y a encore beaucoup de croyances qui ralentissent le développement et la confiance qu'on peut porter à nos traitements en particulier. Donc l'idée, c'est d'abord, je pense, de déstigmatiser à la fois les patients et la psychiatrie en général. Il y a encore beaucoup de croyances qui circulent, beaucoup de fausses idées, de retard culturel, de conflits culturels, y compris dans nos spécialités médicales et entre psychiatres. Malheureusement, on a encore des querelles de clochers qui ne sont pas réglées parce que les approches intégrées ne sont pas encore suffisamment développer ou enseigner. Et puis, il y a aussi une très importante méconnaissance. Tout le monde croit tout savoir, y compris intuitivement concernant les maladies mentales et les troubles psychiques. C'est faux. Personne ne peut se prévaloir de connaître parfaitement la cancérologie ou la génomique. On est d'accord, c'est le même problème avec la psychiatrie. Et puis c'est très accentué, après on va dire l'exemple de la situation Covid en particulier, de l'impact des effets psychosociaux, de la précarisation. Peut-être que vous le savez, mais en France aujourd'hui, il y a à peu près 8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, peut-être plus. Et on sait qu'il y a une très forte comorbidité, comorbidité médico-sociale, entre la pauvreté et l'apparition de troubles psychiques, en particulier l'anxiété, la dépression, essentiellement. Et puis, on a un autre problème qui est un problème organisationnel, et je vais repasser tout de suite la parole à Annie, qui est que si vous voulez prendre un rendez-vous, en dehors des problèmes de désertification médicale, les délais de réaction face aux premiers symptômes sont extrêmement longs, puisqu'il est très difficile d'avoir des signes cardinaux qui vous donnent tout de suite l'idée qu'il s'agit de telle ou telle pathologie, contrairement aux pathologies somatiques habituelles. On parlait de l'infarctus tout à l'heure. Un ECG, ça se fait immédiatement. Le diagnostic de troubles psychiatriques, parfois, peut être trop long et l'accès aux soins et aux services est retardé. Donc, la fameuse théorie du délai de troubles psychiques non traités doit être mise en avant et on doit essayer d'accélérer le contact entre le patient qui a une urgence cérébrale, au même titre qu'on accepte que les patients aient des urgences médicales, et les services de soins spécialisés. Le problème, pour terminer là-dessus, c'est aussi que nous sommes une spécialité qui est peu recherchée. Je pense que vous avez connu les statistiques là pour l'internat de l'année dernière, et que nous avons peu de professionnels qui travaillent avec nous, ni des neuropsychologues, ni des psychologues, ni des infirmiers spécialisés. Donc nous sommes dans une mutation de la spécialité.
Alors, le premier défi, c'est éviter la chronicisation, c'est-à-dire agir suffisamment tôt, comme dans toutes les spécialités médicales, pour éviter que la première cellule se transforme dans une tumeur qui soit TN2, par exemple. Ou que le patient, et ça c'est un risque majeur, se suicide. Ça c'est un problème aussi extrêmement important compte tenu de la morbidité en France. On dit qu'il y a environ 12 000 patients qui se suicident en France tous les ans, sans parler des 200 ou 300 000 tentatives de suicide. Ce sont des morts évitables. On parlait tout à l'heure, y compris du coût médico-économique de ces morts. Et puis, au même titre que pour l'infarctus, vous avez des effets de limitation de l'activité, tout simplement liés à la souffrance cardiaque. Il y a des limitations cognitives qui sont liées aux souffrances cérébrales et que le nerf de la guerre, c'est protéger la cognition. Nous avons les moyens de la protéger en faisant des diagnostics ultra précoces, en donnant des traitements qui sont bien tolérés avec des petites doses et en mettant en place des méthodes de remédiation cognitive et des méthodes de psychothérapie qui peuvent apporter un bénéfice et un maintien du jeune en particulier ou dans le système scolaire, éducatif, universitaire ou une reprise rapide aidée à l'emploi. L'autre problème, c'est, quelque chose qui a à voir avec la complexité du système et avec les idées fausses. Il y a énormément de portes d'entrée possibles quand quelqu'un de vos proches souffre d'un trouble psychologique ou d'un trouble psychique. Vous pourriez aller chez le neurologue, chez le psychologue, chez le psychanalyste, aux urgences générales ou aller même peut-être à Pôle emploi ou à Cap emploi ou voir un psychopraticien ou voir même une diseuse de bonne aventure. Vous perdrez du temps avant d'avoir un diagnostic qui soit utile, efficace et qui permette un traitement bénéfique. Il y a les fameux effets de frontière, donc comme je disais tout à l'heure, puisque dans le système à la française, il y a une frontière entre le médico-social, dans lequel j'ai développé ma propre structure, et les structures sanitaires que vous connaissez pour l'instant. Et il y a une faible porosité entre les deux, peu de dialogue, parce que les parties prenantes ne parlent pas les mêmes langages. Vous n'utilisez pas, vous futurs médecins, le même langage, les mêmes éléments de langage qu'un psychologue ou qu'un assistant social. Et donc, il va y avoir une nécessité de coordination, d'articulation des acteurs ensemble, parce qu'il y a une urgence à mettre en place des soins et des services qui puissent être bénéfiques aux usagers. Donc, cette approche biopsychosociale nous permet d'une certaine manière, avec les travaux que j'ai menés avec Annie Bartoli, à tenter de contourner ce fameux labyrinthe dans lequel se trouvent à la fois les institutions fragmentées, les patients et les familles. Et on va vous présenter la manière dont on peut essayer d'aborder le sujet. Et donc, on essaie de l'aborder en introduisant une approche de management à ces questions de santé mentale en particulier. Alors, ça peut paraître surprenant. Heureusement, avec la présentation qu'on a entendue tout à l'heure, on commence déjà à sentir un petit peu un certain nombre de points qui peuvent être des apports des sciences du management, parce qu'effectivement, il s'agit bien là aussi d'une science. Mais je vais essayer de pointer sur quelques erreurs, quelques confusions, quelques malentendus que l'on peut avoir lorsqu'on entend ce terme de management. Alors d'abord, ce que le management n'est pas, ce n'est pas un anglicisme, ce n'est pas la peine de dire management, sauf si vous voulez faire chic dans les soirées mondaines, mais en fait c'est bien management, c'est un terme qui a des racines latines, manus, la main, et qui est parfaitement reconnu par l'Académie française en particulier et par bien d'autres institutions des différentes langues, donc il n'y a pas de souci par rapport à l'usage de ce terme qui a un sens bien particulier et qui donc n'est pas forcément la mode venue d'ailleurs. Ce n'est pas non plus une technique réservée aux entreprises marchandes, profitables du secteur privé. D'ailleurs, si on remonte un petit peu en arrière sur les origines théoriques,
ou pratique du management, on se rend compte que c'était très souvent des grandes organisations publiques, royales éventuellement, selon les régimes, ou en tout état de cause, qui n'avaient pas forcément de finalité de profitabilité, qui ont été un petit peu à l'origine d'un certain nombre de processus que l'on appelle aujourd'hui des processus de management. Donc il n'y a pas non plus de raison de penser que ça doit être réservé à un milieu qui est basé sur des aspects de rentabilité, de profit, ou en tout cas de relations marchandes entre les uns et les autres. Ce n'est pas non plus un terme récent qui correspond à une mode dans laquelle on se trouverait depuis quelques années. Donc ça aussi, c'est une ambiguïté, c'est une confusion. Les travaux vraiment les travaux de recherche en management, on les situe dans le temps. Vous avez à droite quelques noms d'auteurs qui sont évidemment pas classés entre guillemets management au moment où ils ont pu apporter leurs travaux, parce que les frontières disciplinaires dans le temps, j'ai envie de dire, n'étaient pas forcément aussi marquées qu'elles le sont aujourd'hui, mais en tout état de cause qui ont largement contribué à forger, à renforcer ce qu'on appelle aujourd'hui donc les sciences du management ou les sciences de gestion et du management. Et donc de quoi parle-t-on aujourd'hui? Alors, c'est pas non plus simplement une affaire de bon sens ou une affaire de bonne relation entre les personnes. C'est également une connotation un peu réductrice qui est parfois entendue lorsqu'on parle de management. C'est bien plus que ça, bien entendu, que les relations entre les acteurs, les personnes dans les systèmes organisationnels, quels qu'ils soient, ont une dimension très importante à prendre en compte dans les processus de management. Mais ça ne se réduit pas à ces bonnes ententes ou à ce bon sens que l'on peut mettre en œuvre spontanément quand on a un peu de jugeote dans la tête. Ce n'est pas que ça. S'il y a effectivement des recherches, c'est aussi parce qu'on doit découvrir en permanence de nouvelles manières de faire qui puissent être adaptées à un environnement qui évolue, à des contextes qui se transforment, à des enjeux et à des défis des sociétés qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui que ce qu'ils étaient dans le passé. Et donc, on se retrouve. Il y a toujours, bien sûr, de multiples définitions, de multiples approches. Je crois que les chercheurs en management se retrouvent aujourd'hui pour considérer qu'il s'agit d'un ensemble de processus. D'abord, un management, c'est avant tout des processus. C'est au sens dynamique, au sens transversal, au sens évolutif du terme, et pas des procédures. Enfin, on peut s'appuyer sur des procédures, mais processus est bien plus dynamique que procédure. De finalisation au sens finalité, au sens donner un sens, donner des objectifs, savoir vers quoi on veut aller. D'organisation. L'organisation, on comprend ce que ça peut être, c'est l'action d'organiser. C'est aussi l'ensemble organisé, et on a absolument besoin, effectivement, dans toutes les formes de systèmes, d'organisation, de structures que l'on peut mettre en place, de réfléchir à la manière d'organiser les choses. D'animation également, c'est là bien entendu que les relations entre les individus et les groupes d'individus entrent en ligne de compte, mais encore une fois, ça n'est pas forcément spontanément évident, quelles que soient les situations. Et aussi de contrôle. Alors contrôle au sens large, c'est pas seulement le contrôle a posteriori, ce ne sont pas seulement les contrôles avec des indicateurs financiers, ce ne sont pas seulement les contrôles avec des indicateurs quantitatifs. Le contrôle, c'est aussi le pilotage tout au long, finalement, des processus d'action que l'on met en œuvre. Et donc, bon, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais on entend le terme contrôle d'une manière assez ouverte. Et donc, le management, c'est une science que l'on met en œuvre, qui s'intéresse au pilotage justement des systèmes organisationnels, quelles que soient les organisations, et qui est donc une science de l'action également. C'est une science qui s'appuie sur des travaux théoriques, sur de la littérature scientifique, sur des résultats qui ont été éprouvés par des recherches scientifiques, mais qui évidemment visent à s'appuyer dans l'action, à s'ancrer dans l'action, et donc on est souvent qualifié également de science de l'action. Donc pour donc essayer de vous inciter finalement à vous intéresser à notre jolie discipline du management et à comprendre qu'elle peut s'appliquer à toute forme d'organisation. Et bien entendu, dans le champ de la santé, c'est essentiel, c'est absolument essentiel. Alors, également, un point de petit éclairage que je voudrais vous donner, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se disent de manière négative autour du management, de même que la psychiatrie est stigmatisée, le management l'est également.
également. Et on parle de managérialisme, on parle de personnes qui sont pressées dans leur boulot, etc., etc. Tout ça existe, ce sont des dérives, évidemment. Mais il y a aussi d'autres conceptions, d'autres représentations. Donc là, je vous encourage, si vous voulez en savoir davantage, effectivement, à regarder un certain nombre de travaux que dans mon équipe, au Larécois, nous avons essayé de conduire, parce que c'est vraiment le concept identitaire de notre laboratoire de recherche en management, le management responsable et intégré. On considère qu'effectivement, et ça existe depuis, enfin, nous avons créé notre laboratoire en 1998, ça fait 26 ans, et depuis l'origine, nous essayons de promouvoir ce concept et de le mettre en œuvre, bien sûr, dans nos travaux. Responsable parce que dimension éthique également. Aujourd'hui, on parle beaucoup de responsabilité sociale des entreprises et des organisations, mais donc c'est un élément qui ne date pas d'hier. Également, prise en compte des enjeux, des intérêts des différentes parties prenantes. Et on est là sur des sujets qui sont vraiment essentiels dans le champ de la santé. Ces questions de management responsable et intégré au sens de la prise en compte des différentes dimensions, des différentes variables et de leur complexité et de leurs interactions fait partie des points sur lesquels nous croyons qu'il y a beaucoup d'éléments à apporter. Donc voilà pourquoi nous travaillons ensemble en fait. Voilà pourquoi le docteur Guy Gozlan et moi-même, nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années parce que nous pensons qu'il y a des points de rencontre majeurs entre la psychiatrie, la santé mentale et cette approche-là du management que l'on vous propose de prendre en compte et d'intégrer également dans vos propres réflexions et peut-être dans vos actions ultérieures. Alors, ici, si on réfléchit à pourquoi mettre en évidence une combinaison entre le management et la santé mentale, peut-être pour qualifier sur 2 enjeux majeurs sur lesquels vraiment on se rend compte qu'il y a besoin de cette rencontre. Le premier point, c'est le défi de la mise en œuvre. Nous savons généralement vers où il faut aller. On sait qu'il y a des soucis, les défis, on les connaît. On peut faire un diagnostic finalement des problèmes, des politiques de santé mentale et de la prise en charge en psychiatrie. On peut faire un diagnostic, on sait où sont les problèmes et on sait vers quoi il faudrait aller. Le souci, c'est entre les deux. Comment mettre en œuvre ce vers quoi on voudrait aller? Et c'est là que généralement le bas blesse. C'est là que généralement on reste sur des intentions, sur de l'incantation, et on ne sait pas piloter la mise en œuvre. On n'y arrive pas parce que c'est complexe, parce qu'il faut avoir des approches globales. Et donc c'est là-dessus qu'effectivement avoir une prise en compte managériale de cette question permet de chercher à voir comment piloter le changement, comment piloter l'innovation, de quelle manière intégrer l'enjeu de la mise en œuvre de ce vers quoi on veut aller. Donc c'est le premier point qui est vraiment l'une des raisons de cette prise en compte globale. La deuxième raison, un autre défi qui est énorme dans le champ de la santé et de la santé mentale en particulier, c'est celui de la coordination. Nous travaillons en silo la plupart du temps. Alors certes, les expertises dont on a besoin nous poussent à effectivement être très pointus dans nos domaines, mais les structures du coup deviennent également très pointues. Les institutions, les spécialités, les zones de confort de chacun deviennent très pointues. Et tout le problème, c'est d'arriver à ce qu'on puisse être en coordination sur les questions de prise en charge, en particulier en santé mentale. Et là aussi, ça renvoie à des savoirs et des savoir-faire en matière d'organisation. Comment organiser, comment travailler les interfaces. Et le champ du management est spécialisé, on va dire, sur cette question-là aussi. Donc, au moins pour ces 2 raisons-là, l'enjeu de la mise en œuvre, l'enjeu de la coordination, on a vraiment tout intérêt à avoir cette bidisciplinarité, voire pluridisciplinarité sur les questions qui nous intéressent. Alors, pour avoir ce souci, effectivement, de l'approche globale de la santé mentale, comme je le disais, le pilotage du changement est essentiel. Généralement, on sait vers où aller, mais on ne sait pas comment faire pour y aller. On est très souvent confronté à différents niveaux d'action. Le global, les politiques publiques, qu'elles soient territoriales, qu'elles soient nationales, qu'elles soient internationales, et le local, l'action, l'initiative, le fait de pouvoir avancer même à petits pas est extrêmement important aussi. Donc le global et le local sont au moins aussi importants l'un que l'autre. Le fait qu'il puisse y avoir pour avancer plusieurs voies
complémentaires et qu'il ne s'agit pas forcément toujours d'être dans la grande innovation qui va tout révolutionner, mais aussi savoir améliorer l'existant, finalement introduire des innovations complètement nouvelles par définition et améliorer l'existant, ça se combine, ça peut se faire de façon parallèle. C'est également là-dessus que nous travaillons et on a mis en œuvre un certain nombre d'éléments et de travaux dans ce sens. Et donc finalement, c'est aussi un apport que le management peut faire au champ de la santé et de la santé mentale, que d'amener à combiner à la fois l'incrémentalisme, c'est-à-dire travailler à petits pas, avancer à petits pas, et savoir capitaliser sur l'expérience, savoir reconnaître ce qui s'est fait, quels sont les travaux qui ont pu être développés pour la capitalisation collective. Tout à l'heure, le docteur Wally en évoquait un certain nombre, et c'est extrêmement important de connaître, par exemple, des résultats de recherche qui permettent de capitaliser collectivement sur ces savoirs. Donc voilà quelques éléments qui permettent peut-être de pointer l'intérêt de ces interactions entre nos deux disciplines. Et nous avons, le docteur Gozlan, son équipe et moi-même et notre équipe au laboratoire l'AREQUA, conçu depuis déjà quelques années un modèle qui est à la fois un modèle on va dire conceptuel, mais surtout un modèle d'action, un modèle de mise en œuvre, que nous avons appelé le modèle X. Alors, c'est pas la lettre X, c'est l'acronyme avec les 4 lettres ICCE qu'il faut retenir ici, mais bon, ça a l'avantage de se prononcer d'une manière simple et facile à retenir. Le modèle X, qui est une approche globale en management de la santé mentale, qui s'appuie sur 4 piliers, qui sont l'intégration, la coordination, le case management et l'empowerment. Alors, désolé pour les anglicismes, il y a des difficultés à traduire ces termes, donc pour l'instant, on les a gardés comme tels, mais on peut effectivement vous proposer des traductions si vous êtes des puristes de la langue française. Et ce modèle, eh bien, il est appliqué quasiment au quotidien par le SAMSA-Prepsi que dirige le docteur Gozlan ici présent et son équipe, donc, qui sont spécialisés sur ces questions. Alors, quelques éléments pour vous préciser les 4 piliers rapidement. Je vais essayer de faire vite. Bon, en ce qui concerne l'intégration, il s'agit de celle des activités et des services dans les domaines qu'évoquait tout à l'heure le docteur Gozlan, le médical, le sanitaire, le médico-social, ces dimensions qui sont, et le social en sens large, toutes ces dimensions qui sont beaucoup trop décomposées, désolidarisées les unes par rapport aux autres et qui font que très souvent le patient navigue d'un endroit à l'autre et connaît un parcours particulièrement chaotique. Donc c'est un point qui est important. C'est un point qui n'est pas nouveau. Il y avait des travaux, dont certains d'entre vous les connaissent peut-être, de Walter Lutz, qui déjà en 1999 avait beaucoup insisté sur cette notion d'intégration des soins et des services. Je ne rentre pas dans le détail de ce qu'il avait proposé. Il proposait 5 lois qui sont finalement quasiment toujours d'actualité et qui mettent en avant l'enjeu de cette approche intégrée nécessaire en matière de santé mentale. Et qui permet notamment de faire le lien entre les systèmes de santé d'un côté et de l'autre tous les systèmes humains, sociaux, d'éducation, de logement, d'emploi que connaissent les patients et dans lesquels ils ne sont justement pas suffisamment intégrés de façon connectée. Alors la coordination, on comprend intuitivement de quoi il s'agit, mais il peut y avoir beaucoup de défis au regard de cette coordination entre les différents intervenants, entre les différentes parties prenantes. On se heurte à des soucis culturels aussi, chacun dans son domaine, dans son champ de spécialité, est persuadé de voir comment il faut aborder les choses et n'a pas toujours finalement l'oreille attentive à ce que pensent d'autres parties prenantes. Donc c'est un défi permanent en fait, le défi de la coordination. Et dans les théories des organisations, c'est un sujet qui a été abordé depuis des lustres et qui connaît évidemment des évolutions compte tenu des contextes différents des sociétés dans lesquelles nous nous trouvons. Et donc, bien sûr, plusieurs niveaux de coordination sont à mettre en place. On n'a pas le temps de rentrer dans des détails, mais sont mis en place aussi dans un certain nombre d'expérimentations et de démarches innovantes entre les personnes, entre les tâches et les missions et entre les structures pour faciliter le parcours, notamment du patient en santé mentale. Alors,
case management, bon, on peut traduire gestion de cas, mais c'est vrai que c'est peut-être un tout petit peu moins parlant. Et puis surtout, en fait, le concept, il est apparu dans d'autres domaines, vraisemblablement sous d'autres cieux, vraisemblablement dans les années 40 aux États-Unis, notamment dans le champ du travail social, ou aussi du soin infirmier, puisqu'on trouve effectivement des éléments à cette période dans le domaine de la santé pour les soins infirmiers. Il s'agit effectivement de gérer, de pouvoir prendre individuellement le cas, au sens noble du terme, qui est finalement la personne avec ses difficultés, avec ses souffrances, avec ses besoins d'accompagnement. Et donc, dans ces différentes dimensions, qu'il s'agisse de dimensions thérapeutiques ou qu'il s'agisse de sa vie quotidienne, parce que les deux, en matière de santé mentale, sont complètement reliés, en matière de psychiatrie, sont complètement reliés. Et enfin, l'empowerment. Alors, l'empowerment, vous comprenez la construction du terme, hein, donc mise en pouvoir, mise en capacité. C'est parfois traduit, les collègues canadiens parlent de capacitation, pas forcément très facile à dire, mais bon, ça peut être une des manières de traduire ce terme. Là encore, ça a été utilisé au départ dans d'autres contextes, mais c'est parfaitement approprié pour le champ de la santé mentale. Donc, on l'a vu utilisé dans les sciences de l'éducation, on l'a vu utilisé à propos des minorités sociales et de populations. Mais on est là, en ce qui concerne la psychiatrie, face à un vrai besoin qui est d'aider, d'accompagner l'usager, le patient, la personne qui a besoin d'accompagnement, à elle-même, d'une certaine manière, se prendre en charge, au bout d'un moment, pouvoir se prendre en charge, mobiliser ses propres ressources, au sens positif et noble du terme, pour prendre en main sa propre capacité à agir et à évoluer de façon positive face à ces problèmes. Et bien sûr, il ne s'agit pas de laisser la personne seule, mais d'être accompagnée et d'être finalement mise en situation pour pouvoir se prendre en main. Donc voilà les 4 grands pôles de ce modèle mis en œuvre, développé dans un certain nombre de démarches dans le champ de la psychiatrie donc là, je vais relaisser la main aux spécialistes pour vous en parler plus précisément et vous donner d'autres exemples sur ce qu'on peut faire. Oui, merci Annie. Alors, je voudrais compléter le propos par rapport au modèle X. En fait, ce qu'il faut bien percevoir, c'est un modèle d'homéostasie. J'utilise volontairement des termes techniques de docteur, ok ? Donc l'homéostasie, c'est-à-dire que vous avez besoin de mettre en place un équilibre entre les 4 paramètres en permanence pour ajuster, personnaliser la réponse que vous allez apporter. Le besoin d'intégration de services qui va être différent d'une personne à l'autre, le besoin de niveau d'intensité d'action dans le case management qui va être différent d'une personne à l'autre, le besoin de coordination avec tous ces différents services, qu'ils soient hospitaliers, extra-hospitaliers, médico-sociaux, sociaux, judiciaires, voire même qu'il va falloir coordonner ensemble, et l'autodétermination, la capacitation de l'usager qu'il va falloir aussi entraîner avec vous, avec une vision, j'espère, volontairement optimiste pour s'en sortir. Alors c'est pour ça que nous avons aussi mis en place des programmes de recherche-action et que nous développons depuis plusieurs années des symposia. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, on peut mettre les deux. Symposium avec un S ou symposia. Avec un S, symposia. Alors, symposium, et que dans très peu de temps, il y en aura un le 24 janvier au ministère de la Santé, une fois de plus, sur management et psychiatrie. Et cette fois-ci, peut-être ça intéressera la nouvelle génération, tout ce qui a à voir avec le numérique et l'intelligence artificielle, à la fois au service du management et aussi de la santé mentale en général et de la psychiatrie en particulier. Nous avons aussi d'autres actions, d'autres recherches d'actions et d'autres projets qui tiennent compte de cette combinaison entre les outils managériaux et les besoins de la psychiatrie et de la santé mentale. En particulier, sur le côté droit, là, vous voyez une petite image de notre chaîne YouTube de Prepsy sur notre programme qui s'appelle Contact. Le programme Contact est un programme de bridging, c'est-à-dire que nous tentons de construire des ponts entre des structures qui sont habituellement séparées, qui n'ont pas l'habitude de collaborer entre elles, alors qu'elles sont très proches naturellement. Les
consultations médico-psychologiques, ce qu'on appelle les CMP, et les CJC, les consultations jeunes consommateurs, qui reçoivent toutes les deux des jeunes gens avec des troubles psychiques émergents et des consommations de toxiques, ce qu'on appelle les doubles diagnostics. Malheureusement, très souvent, ces patients sont des patients qui sont propriétaires ou prisonniers, entre guillemets, de ces structures qui ne se parlent pas tellement. D'ailleurs, il y a un facteur 10 sur le territoire français entre le nombre de CMP qui est d'environ 3500 à 4000 CMP et le nombre de CJC qui s'élève à 300 ou 400. On ne connaît pas vraiment les chiffres. Donc, vous pourrez regarder sur notre chaîne YouTube des e-learning sur cannabis et psychotropes, sur alcool et psychotropes, sur tabac et psychotropes, puisque le vrai fléau, en fait, c'est le tabac, 80 000, 76 000 morts par an avant les boissons alcoolisées. Et puis, vous voyez le logo de PrEPSy-Click. Voilà aussi une autre approche qui est une approche totalement digitale et numérique, qui est basée sur l'information précoce pour l'intervention la plus précoce. Et si vous avez le temps d'aller sur notre site et de suivre nos actualités sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'on essaye, grâce à des techniques qui sont liées au digital et au management et à la psychiatrie, d'informer le plus rapidement possible les usagers, les jeunes, leurs familles, mais aussi les professionnels. Vous pourrez regarder notre carte interactive qui contient à peu près 10 000 points aujourd'hui, je crois, concernant toutes les structures et qui nous permettra, dans un avenir futur appuyé avec l'intelligence artificielle, de pouvoir raccourcir les délais entre les questions diagnostiques et la prise de rendez-vous. J'insiste aussi sur le fait que le case management aujourd'hui s'enseigne. Il peut s'enseigner de personne à personne dans différents services, mais vous pouvez aussi vous inscrire à des diplômes universitaires. Là, j'ai mis une information concernant le diplôme universitaire de Lyon qui a ouvert l'année dernière. Et puis, il y a des nombreux travaux universitaires, je te laisse en parler. Oui, alors effectivement, des recherches doctorales, des doctorats dans différentes disciplines, mais en particulier en management et en management de la santé, qui sont finalement des traductions scientifiques et opérationnelles de cette relation entre les champs pluridisciplinaires dont on est en train de parler. Donc là, on vous a mis l'image d'une thèse que j'ai dirigée et qui a été soutenue il y a 15 jours ou 3 semaines ou à peine un peu plus. Mais voilà, différents travaux universitaires qui ont lieu dans ce domaine, et puis bien sûr des publications pour mettre en avant l'intérêt de ces approches globales en matière de management de la santé mentale. Peut-être une petite conclusion. Comme tu veux. Ok, voilà. Alors, tout ceci pour dire qu'effectivement, le chantier est immense et qu'il y a encore énormément à faire. Donc, les questions que l'on vient d'évoquer sont des questions qui avancent. On espère que vous vous y intéressez, que vous vous y intéresserez, parce qu'il y a beaucoup à faire et chacun a sa contribution à apporter. Parmi les nombreux défis qui restent encore à accomplir, eh bien, le fait qu'il n'y a pas suffisamment de recherche portée sur ces approches pluridisciplinaires. Il y a des questions éthiques qui sont extrêmement importantes autour de tout ce qu'on vient d'évoquer. On ne sait pas encore très bien en quoi l'intelligence artificielle présentera aussi un certain nombre de limites et de faiblesses ou de nouveaux problèmes qu'il faudra également intégrer, etc., etc. Donc, on n'est pas finalement en bout de course, loin s'en faut. Ce serait presque dommage, parce que c'est tellement passionnant comme sujet que ce serait dommage d'être déjà en bout de course. Mais en tout état de cause, il y a la place pour tout le monde. Donc on espère peut-être que des vocations naîtront et que vous pourrez relayer ce type de propos, ce type de message, parce que la sensibilisation, la formation, la communication et les recherches appliquées dans les différents domaines dont on vient de parler sont essentielles pour faire avancer la prise en charge globale en santé mentale. Voilà, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir tous les deux. Et d'ailleurs, avec Corto, on a décidé l'année prochaine de vous faire revenir, et non pas, parce que là, nous avons une première approche, mais bien entendu, de manière
peut-être avoir des expériences cliniques qui permettraient justement de bien montrer comment la théorie qui a été présentée là est tout à fait fondamentale, parce qu'elle surtout, elle est issue d'une manière de penser différente de ce qui se passait auparavant. Et ça, c'est très important parce que nous sommes dans une réflexion sur le penser, c'est-à-dire en définitive, quelles sont nos limites dans cette pensée qui nous empêche bien souvent à cause des cultures, à cause des sexes, à cause de l'histoire, à cause des territoires, malheureusement, et quelquefois parce qu'il a déjà été construit. L'hôpital lui-même ne se change pas en 5 minutes et l'accès aux soins sûrement pas. Je pense qu'on peut peut-être terminer là, si vous voulez bien, parce que nous sommes en plus à l'heure. Donc, si vous le voulez bien, je vais demander à Cortot, si tu veux bien... Ben oui, tu as les listes, voilà. Et on va donc... voilà. En tout cas, merci. Et la prochaine fois, comme je vous l'ai dit, nous sommes sur la biodiversité. Voilà. En tout cas, bravo encore. Ainsi qu'au docteur Wally, qui sûrement doit encore être là.